Bubbles présente, interview du Dr Neruda, alias Dr Anderson, sur le projet Flèche Antique, partie 5. Dr Neruda, non, pas vraiment. Je pense que nous avons relaté beaucoup d'informations ce soir au sujet de ma philosophie personnelle. Et c'est pour ça que je voudrais vous remettre en tête que c'était ma philosophie et que je ne force personne à y adhérer. Et je ne prêche certainement pas un message particulier de style de vie. Je voudrais que dans notre prochaine session, avec votre aide, nous nous concentrions sur les wingmakers et peut-être minimiser mes vues personnelles sur la cosmologie ou autre. Sarah, j'essaierai. Mais je ne peux pas faire de promesses. J'avais une liste complète de questions à vous poser ce soir au sujet des wingmakers, mais à un moment j'ai pensé qu'il serait intéressant de mieux comprendre la façon dont vous pensez. J'essaierai de faire de mon mieux demain soir pour me concentrer sur les wingmakers. Avez-vous des suggestions? Dr Neruda, je pense que les artefacts sont extrêmement intéressants. Je vous recommanderais de vous focaliser sur ce sujet. Sarah, je ferai de mon mieux. Merci. Dr Neruda, je vous en prie Sarah, merci à vous. Interview 4. Par Sarah. Ce qui suit est une interview du Dr Neruda enregistrée le 31 décembre 1997. Il m'a autorisé à enregistrer ses réponses à mes questions. C'est la retranscription de cette séance. Ce fut l'une des 5 fois où je pouvais enregistrer nos conversations. C'est la retranscription exacte de ce qu'il s'est dit. Il n'y a eu aucun montage et j'ai fait de mon mieux pour conserver les mots, phrases et expressions grammaticales du Dr Neruda. Sarah, existe-t-il d'autres sites, semblables au site de la Flèche Antique, et dans lesquels la CIO est impliquée? Dr Neruda, non. Il n'y a rien d'autre de cette ampleur. Mais la CIO s'implique dans tout ce qui est anormal et qui peut avoir une influence extraterrestre. Sarah, pouvez-vous me donner un exemple? Dr Neruda, au milieu des années 60, on a découvert, au Pérou, une installation souterraine de pierres gravées. Il y a des similitudes avec ce site. Sarah, comment ça? Dr Neruda, cette installation souterraine était d'une complexité considérable. Elle contenait des dizaines de milliers de pierres, gravées de façon complexe, avec des pictographes, et qui dépeignaient un vaste dossier historique, de la Terre et de la culture préhistorique, le tout sculpté sur une pierre que l'on nomme andésite. Sarah, et ce site aussi, a été tenu secret. Dr Neruda, non, au contraire, mais il y a eu une lourde désinformation, et finalement, il a été discrédité par les institutions académiques, qui sans nul doute, se sentaient menacées par cette révélation. Sarah, je ne comprends toujours pas comment une organisation gouvernementale comme la CIO peut manœuvrer en coulisses, et comment nos élus officiels ne sont pas au courant de son existence ou de ses plans. Dr Neruda, certains de nos élus sont au courant pour la CIO. Mais vous avez raison sur un point, ils ne connaissent pas ses vrais objectifs. Sarah, alors qui sait, et qui ne sait pas? Dr Neruda, ce n'est pas si simple que ça de vous fournir une liste de noms. Ceux qui savent, et qui sont parmi les élus, forment une liste vraiment très courte. Sarah, courte comment? Dr Neruda, je préférerais ne rien dire pour l'instant, mais ils ne sont pas 10. Le corps politique mondial n'est pas simplement divisé entre les républicains et les démocrates, ou entre les libéraux et les conservateurs. La division se fait au niveau de la stratification des connaissances et de l'intelligence vitale. L'oligarchie financière du réseau secret, que j'ai mentionné la semaine dernière, possède des connaissances supérieures. Elle en partage certaines avec les puissances militaires et certaines avec les forces isolationnistes.
Le monde est principalement organisé entre ces trois forces. Et la présumée organisation alpha est l'incunabula, parce qu'elle contrôle une part dominante de la réserve d'argent mondiale et des fonds lourds. Sarah, ok. Arrêtez-vous un moment, parce que j'ai effectué quelques recherches depuis notre interview de samedi, et j'ai appris certaines choses sur l'organisation appelée l'Illuminati. Est-ce la même organisation? Dr Neruda, non. L'Illuminati fait partie du réseau secret, mais ce n'est pas l'organisation alpha. L'Illuminati est affiliée à d'autres organisations de sang bleu, la plupart originaires d'Europe, mais elle n'a pas les mêmes buts et objectifs que l'incunabula. Sarah, comment ça? Parce que d'après mes lectures, il me semblait que c'était le réseau secret auquel vous faisiez allusion. Dr Neruda, tout d'abord, vous devez comprendre que le réseau secret auquel je faisais référence est très vaguement assemblé, et très lâche, pour cause de concurrence de programmes. Néanmoins, certains des groupes les plus puissants possèdent le sens de la camaraderie, surtout parce qu'ils partagent un statut élitiste, au niveau du commerce, du monde universitaire, ou du gouvernement. Cependant, ces groupes sont généralement destinés à aider leurs membres à construire de plus grandes richesses, et à créer des contacts dans les réseaux des membres des affaires et du gouvernement. C'est en quelque sorte comparable à une organisation de réseau de haute puissance. Sarah, êtes-vous sûre que nous parlons de la même organisation? Dr Neruda, il existe beaucoup d'histoires sur les Illuminati, mais qui sont davantage basées sur des légendes que sur la réalité. On leur attribue beaucoup trop de conspirations, et ils ne sont pas organisés dans ce but. Leur chef est trop visible et il est observé avec soin par les médias. Dans ces conditions, vous pouvez, la plupart du temps, dissiper le fait qu'une conspiration mondiale soit en jeu. Sarah, qu'en est-il des références occultes aux Illuminati? Sont-elles vraies? Dr Neruda, les leaders supposés des Illuminati ne sont pas des gens occultes, ni des adorateurs de Satan, bien qu'il en soit parfois accusé. Encore une fois, cette théorie de la conspiration a fait des ravages, surtout chez ceux qui cherchent à définir des ennemis qui pourraient personnifier Lucifer. Car pour eux, occulte et Lucifer sont synonymes. Mais les Illuminati, bien que ce soit une organisation d'élite, rassemblent des hommes et des femmes qui ne se conforment pas à un seul système de croyances. Les croyances spirituelles de chacun ne sont pas un critère pour devenir membre. Ce qui compte, c'est le réseau de contact personnel des membres. Sarah, mais n'ont-ils pas une influence immense en politique? Dr Neruda, oui, ils ont de l'influence, de même que les francs-maçons, la société Skull and Bones et 27 autres organisations qui composent ce réseau élitiste extrêmement souple, mais les gens qui contrôlent ce plan magistral ne sont pas directement affiliés à l'une de ces 30 organisations. En réalité, ces organisations opèrent vraiment dans une des trois forces qui sont alignées sous le contrôle des incunabulas. Sarah, donc, vous dites que la scène politique mondiale est organisée suivant ces trois forces, et que le groupe le plus riche possède également le plus grand savoir, et contrôle les deux autres groupes. Dr Neruda, les incunabulas n'imposent rien aux deux autres forces. Stratégiquement, ils laissent filtrer des informations qui amènent les deux autres forces dans la direction qu'ils veulent. En fait, vous pouvez voir ces trois forces comme partie intégrante d'un triangle équilatéral. Les incunabulas au sommet, les forces militaires mondiales à une base et les forces isolationnistes à l'autre. C'est la vraie structure du pouvoir mondial. Sarah, je ne comprends pas bien les différents objectifs de ces trois forces. Dr Neruda, les incunabulas sont concernés par la mondialisation des chaînes monétaires et par les ressources vitales, telles que le pétrole et le gaz naturel.
Les forces militaires sont concernées par la propagation et la préservation de la démocratie à travers le monde, et ce faisant, elles protègent les propres intérêts des superpuissances dominantes d'Amérique et d'Europe occidentale. Et les forces isolationnistes sont concernées par l'industrie et la construction de richesses pour les citoyens, au niveau de l'État. Sarah, mais comment font les incunabula pour amener les deux autres forces à faire ce qu'ils veulent? Vous pouvez me donner un exemple? Dr Neruda, pourquoi pensez-vous que Saddam Hussein a envahi le Koweït? Sarah, pour accaparer leur puits de pétrole et se faire plein d'argent. Dr Neruda, en gros, c'est assez proche de la vérité. Suite à la guerre Iran-Irak, Saddam avait épuisé une bonne partie des richesses de son pays, et pour sûr, il était intéressé par la production des richesses koweïtiennes. Mais il savait aussi que son armée n'était pas conçue pour envahir et annexer des pays, et il était au courant que les superpuissances protégeraient leurs intérêts au Koweït. C'était un vrai dilemme pour Saddam. Il se retrouvait avec plus d'1 million de soldats, sans travail après la guerre Iran-Irak, et l'économie irakienne ne pouvait pas absorber ces hommes. Les forces militaires étaient informées du dilemme de Saddam et par le biais d'une campagne de désinformation conséquente, de la part des forces militaires, Saddam a été amené à croire qu'il pourrait envahir le Koweït sans aucune représailles de la part des superpuissances. Les forces militaires possèdent des opérateurs de haut niveau, qui sont également les yeux et les oreilles des incunabula. Il était clair que l'Irak possédait des armes de destruction massive, qui avaient été développées au cours de la guerre contre l'Iran. Les forces militaires ont vu ceci comme un élément perturbateur à leur politique à long terme d'établissement de la démocratie, de American Steel, aux régions productrices de pétrole. Les incunabula ne contrôlent pas le pétrole du Moyen-Orient. C'est la seule ressource vitale sur laquelle ils n'exercent pas leur autorité. Saddam a été convaincu par la désinformation, et il a attaqué le Koweït. Ainsi, les forces militaires ont pu, et ce sous les regards du monde entier, démanteler les défenses irakiennes. C'était un événement d'impact mondial, organisé par les incunabula et mené à bien par les forces militaires, trompées au même titre que l'Irak dans ce conflit. Sarah, et tout ça parce qu'un certain triumvirat élitiste veut contrôler la production mondiale de pétrole? Dr Neruda, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça fait partie du problème. Je ne sais pas jusqu'où vous voulez que j'aille. Sarah, c'est difficile de s'arrêter après de telles révélations. Où tout cela conduit-il? Je veux dire, quel est le but final des incunabula? Dr Neruda, vous voulez dire dans le contexte moyen-oriental? Sarah, oui. Dr Neruda, ils veulent contrôler la production de pétrole brut. Ils veulent exercer leur autorité sur cet atout critique, si fondamental au développement des économies mondiales. Ils ont des contrôles sur les raffinages et la distribution des produits finis, mais il leur manque le contrôle de la production, particulièrement au Moyen-Orient. C'est le but fondamental, mais ils le dissimulent sous l'apport d'une culture à l'occidental dans cette région, pour doucement mais sûrement, atteindre à l'homogénéisation de la culture mondiale. Ils veulent cadrer cette culture mondiale pour contrôler le monde? Sarah, et combien de temps cela va-t-il prendre? En supposant qu'ils réussissent. Dr Neruda, du point de vue de l'ACO, la probabilité de réussite est d'environ 35% pour les 10 prochaines années, et elle grimpe à 60% en 20 ans. Par la suite, elle augmente à chaque décennie, jusqu'à la quasi-certitude en 2060. Sarah, et lorsque vous dites contrôler le monde, qu'entendez-vous par là? Dr Neruda, la capacité de contrôler les ressources vitales de la planète, comme un simple organisme politique mondial.
Sarah, en quoi cet objectif est-il si difficile pour les incunabula? Dr Neruda, la baisse des ressources de gaz naturel et de pétrole. Ce sont des sources d'énergie non renouvelables. Il a fallu 1 milliard d'années pour créer 3,2 billions de barils de pétrole utilisables et seulement 110 ans pour le réduire à 1,8 billion de barils. La provision de pétrole est l'âme de la planète. Comme elle diminue, il en est de même pour le système économique qui fait vivre la population mondiale. Si les conditions économiques s'érodent, l'instabilité augmente et si rien n'est fait, le chaos s'ensuit. Sarah, encore une fois, vous dites que le problème vient du pétrole. Dr Neruda, essayez de comprendre que pour moi, il serait aberrant de ne pas y croire. Quiconque connaît la situation de la production pétrolière peut, sans extrapoler, en conclure que nous sommes approximativement à 50 ans de l'épuisement du pétrole, et ce, en étant optimiste. En étant pessimiste, il ne peut en rester que pour 25 ans. Sarah, comment est-ce possible? Je ne me souviens pas d'en avoir entendu parler dans les médias. Ce serait une histoire incroyable si ce n'était pas si évident et si menaçant. Sarah, comme promis, pendant cette interview, entre autres choses, je voudrais insister sur le site de la Flèche Antique. D'après ce que vous disiez l'autre jour, le site de la Flèche Antique a été entièrement dépouillé de ses artefacts. Où sont-ils maintenant et que pensez-vous que la CIO a l'intention d'en faire? Dr Neruda, avant mon départ, les antichambres et les 23 chambres du site ont été mesurées et analysées précisément, et chaque artefact a été catalogué. Tous les artefacts trouvés dans les 23 chambres ont été envoyés dans les laboratoires de la CIO pour des tests rigoureux. Nous espérions qu'ils contiendraient des technologies accessibles nous permettant d'accélérer le programme de déploiement de la BST. Cependant, je pense que cette attente évolua après la découverte de la 24 degrés chambre. Sarah, auparavant, vous n'aviez jamais parlé des chambres en détail. Qu'avait la chambre 24 de si particulier? Dr Neruda, ce qui était intéressant dans les chambres, à part les artefacts qu'elles contenaient, c'était que le site était aussi stérile qu'un bloc opératoire, à l'exception de la chambre 23. Souvenez-vous que ces chambres donnaient sur un couloir central qui montait en spirale à l'intérieur d'une solide masse rocheuse. Du sommet de la chambre 23 à l'antichambre en dessous, il y avait à peu près 50 mètres. Nous savions qu'il y avait 24 paragraphes ou segments sur le disque optique, nous supposions donc que l'antichambre, malgré l'absence d'artefacts, était incluse. En fait, nous supposions à tort que la 24 degrés chambre était comptée. Anne, ce n'était pas le cas. Dr Neruda, non. Une autre chambre était cachée. Anne, comment ça? Dr Neruda, le sol de la 23 degrés chambre était jonché de débris de roches. Le travail ne semblait pas terminé, comme si les constructeurs avaient dû partir soudainement, ou comme s'ils n'avaient pas eu la patience d'achever leur mission. Nous avons passé un certain temps à analyser et étudier les murs et les débris de la chambre 23, mais nous n'avons jamais suspecté l'existence d'un passage secret caché sous les débris. Sarah, alors, il y avait une trappe. Dr Neruda, peu de temps après mon départ, les chercheurs de la CIO découvrirent une trappe, en photographiant l'intérieur du site au rayon X. Sarah, dans quel but? Dr Neruda, ils essayaient de déterminer si, à long terme, une quelconque déficience de la structure causerait des instabilités pour le site. En effet, nous avions cassé l'entrée du site et ébranlé quelque peu la structure. Comme 15 est très minutieux, il voulait être sûr que nous n'avions pas compromis l'intégrité de la structure par inadvertance. Il était certain que la conservation du site était potentiellement critique. Sarah, d'accord.
Ces rayons X montrèrent l'existence d'une trappe vers une autre chambre. Comment a-t-elle pu vous échapper avant? Était-elle complètement cachée? Docteur Neruda, pas vraiment. On nous avait dit de quitter les chambres aussitôt après en avoir retiré les artefacts et tout catalogué. Aussi, nous n'avions pas réalisé que les 15 cm de débris de roche sur le sol de la 23 degrés chambre dissimulaient un passage vertical. Sarah, il descendait tout droit. Docteur Neruda, oui. Il descendait sur environ 50 mètres. Sarah, mais je pensais que l'antichambre était 50 mètres plus bas que la 23e chambre. Docteur Neruda, oui, mais pas directement dessous. La 24e chambre est séparée de seulement 4 mètres du mur de l'antichambre. Sarah, Y avait-il un passage entre les deux, ou seulement une entrée par la 23e chambre? Docteur Neruda, l'unique entrée se faisait par la chambre 23, et il était quasiment impossible de l'emprunter. Sarah, pourquoi? Docteur Neruda, parce que le passage était bien trop étroit pour un adulte, et la distance à parcourir était trop longue. Sarah, avec toute votre technologie, ne pouviez-vous pas l'élargir? Docteur Neruda, c'était une possibilité, mais 15 ne la trouvait pas fiable. Sarah, pourquoi? Cela semblait être une découverte essentielle, peut-être la clé de tout le site. Docteur Neruda, la CIO possédait des technologies qui nous permettaient de passer des caméras dans le passage et de photographier toute la chambre de là où nous nous trouvions. Sarah, qu'avez-vous vu? Docteur Neruda, c'était la plus grande des 24 chambres, toutes dimensions confondues. Sa peinture murale était la plus grande, et comme celle de la chambre 23, elle était orientée horizontalement, et non verticalement. Il y avait un artefact technologique que nous avons sorti de la chambre, et qui, de ce que j'en sais, comme les autres, est inaccessible aux sondes de la CIO. Sarah, mis à part le fait que la chambre soit plus grande, y avait-il d'autres différences? Docteur Neruda, elle était similaire à la chambre 23, dans le sens qu'elle ne paraissait pas non plus achevée, mais elle faisait 3 fois son volume. Sur le mur opposé à la peinture, on pouvait voir une série de glyphes incisés, organisés en 7 groupes de 5 caractères. Sarah, vous m'avez montré des photos des peintures des chambres. Ai-je vu celle-ci? Docteur Neruda, non. Sarah, de quoi avait-elle l'air? Docteur Neruda, c'est la plus abstraite et la plus complexe de la collection, et par conséquent, il est difficile de la décrire. Comme pour toutes les peintures des chambres, nous avons passé un temps considérable et nous avons fait de gros efforts pour décoder les symboles et analyser son contenu, mais nous n'avons que des spéculations sur son réel objectif. Sarah, aucune hypothèse sur le fait que la chambre 24 était cachée. Docteur Neruda, souvenez-vous que la plupart des membres du groupe Labyrinthe interprétaient le site comme étant vaguement basé sur le génome humain. Sarah, à cause de sa forme en hélice. Docteur Neruda, cela est le fait qu'il y avait 23 chambres, le nombre précis des chromosomes, ou paires de chromosomes dans une cellule humaine normale. Ces facteurs, ajoutés à certains détails des peintures des chambres et des textes philosophiques que nous avons décodés, nous ont menés à conclure que le site avait été désigné pour nous conter l'histoire du génome humain. Sarah, ok, mais pourquoi la chambre 24 était-elle cachée, et en quoi cela se rapporte au génome humain? Docteur Neruda, je ne sais pas avec précision, mais souvenez-vous que le 23 degrés chromosome détermine le sexe de l'individu. La peinture murale de la chambre 23 est la seule qui montre, quoiqu'abstraitement, les organes génitaux externes d'un homme et d'une femme. Nous supposons que c'est délibéré.
Le fait que la chambre 23 ne soit pas terminée suggère que le 23 degré chromosome n'est en quelque sorte pas terminé non plus, ce qui implique qu'il doit y avoir d'autres fonctions que le déterminisme sexuel qui n'ont pas encore été découvertes. Sarah, mais le génome n'a-t-il pas été entièrement décodé? Je me souviens avoir lu que 95% du génome était inutilisé. Ce n'est pas vrai. Dr Neruda, il est exact que les instructions contenues dans les gènes sont la plupart du temps non utilisées, mais les gènes eux-mêmes, de même que leurs ordres d'assemblage, ne sont pas incomplets, pour ce que nous en savons. Il y a, bien sûr, des mutations génétiques qui se produisent de temps en temps, mais là encore, qui ne sont pas un état de non-finition, mais plutôt une adaptation spontanée à une interfusion génétique. Sarah, alors qu'en est-il avec la chambre 24? Existe-t-il des gens avec 24 chromosomes? Dr Neruda, tout d'abord, il faut parler de 23 paires de chromosomes, et oui, certaines personnes ont un chromosome surnuméraire, mais ce n'est généralement pas souhaitable et c'est souvent mortel. Dans nos recherches, nous n'avons jamais rencontré 24 paires de chromosomes chez un humain normalement constitué et en bonne santé. Sarah, mais n'est-il pas possible qu'il ne soit pas question de paires de chromosomes? Il n'y a aucune paire de chambres, alors, peut-être parle-t-il du stade 24 chromosomes. Dr Neruda, cette possibilité a certainement été explorée. Sarah, et Dr Neruda, il n'y eut aucune preuve fiable, donc, on a éludé cette théorie. Sarah, donc, aucun humain n'a 24 chromosomes ou 24 paires de chromosomes. Alors pourquoi les Wingmakers auraient construit quelque chose de si évidemment génétique dans sa forme et auraient commis une telle erreur? Dr Neruda, aucun membre du groupe Labyrinthe ne pense que c'est une erreur. Les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, possèdent 24 paires de chromosomes. Sarah, des singes. Dr Neruda, n'importe quel biologiste moléculaire vous dirait que notre génome égale celui d'un chimpanzé sur 98%. Sarah, suggérez-vous que les Wingmakers ont créé ce site en hommage aux chimpanzés? Dr Neruda, non. Je dis simplement la vérité. Avant 1955, les scientifiques pensaient que les humains possédaient 24 paires de chromosomes, comme les chimpanzés ou les gorilles, puis on a découvert que quelque part dans l'histoire, les hommes ont fusionné 2 chromosomes en un. Sarah, et en quoi tout ceci est-il en rapport avec la découverte de la chambre 24? Dr Neruda, il n'y en a probablement pas. Le génome humain est comme une encyclopédie en 23 volumes. Il est fort possible que la chambre 24, dans ce cas, soit l'équivalent de l'index, ou du volume de navigation. Sarah, mais ce n'est pas visible comme les 23 autres chromosomes. Dr Neruda, nous pensons qu'il y a une signification au fait que la chambre 24 était cachée, et était seulement connectée à la chambre 23 par un passage vertical étroit. Il est possible, en théorie, que le 24 degré chromosome ne soit pas un dépôt de gènes de base de molécules. Il peut y avoir une mutation prévue pour notre futur, ou bien la 24 degré chambre est la métaphore d'une nouvelle fonction de l'espèce humaine, qui est, encore maintenant, dormante ou non codée. Sarah, et 15 pensent que cela signifie quoi? Dr Neruda, Demi a effectué une recherche minutieuse des variables et je pense que 15 a plus ou moins accepté l'alternative la plus probable, à savoir que le 23 degré chromosome serait destiné à muter, à créer, ou catalyser la création d'un 24 degré chromosome qui agirait comme un système de navigation ou un index pour les futurs généticiens. Sarah, et Zemi a pu déduire cela d'une simple peinture. Dr Neruda, Demi possède 62 analyses des peintures de la chambre 24, et chacune d'entre elles a des probabilités de plus de 40%.
Ceci est sans précédent, à moins qu'un objet soit codé avec une complexité suffisante et que la méthode de son codage soit rigoureusement appliquée pour produire un effet de possibilité. La peinture, puis les glyphes sur le mur opposé, cela boucle la boucle. La CIO appelle ce phénomène Complexity Interlacks, l'engrenage de complexité, avec des facteurs sur une échelle de 0 à 100. Si un objet ou un événement a un SI de 15, il est considéré comme un objet codé. L'artefact de la chambre 24 a le SI le plus élevé de toutes les chambres, 94.6. Pour faire une comparaison, la chambre la plus haute après la 24, la chambre 6, a un SI de 56.3. Sarah, pourquoi est-ce si important? Dr Neruda, parce que 15 pensait que la chambre 24 est la clé de la compréhension du site de la flèche antique. Les analyses de Zemi étaient très spécifiques, bien plus que je ne peux en parler. Sarah, pouvez-vous me donner un exemple de la manière dont Zemi déterminait l'index de SI? Dr Neruda, la peinture où l'objet était scanné et réduit à des composants digitaux. La couleur, l'échelle, la position, la forme et la répétition étaient établies et analysées. Par exemple, une des figures abstraites de la peinture de la chambre 24 flottait la tête en bas, et possédait 23 étoiles en son milieu. Zemi associerait des significations à cela, et cela deviendrait un fil sur l'effet de toile. Zemi continuerait à créer des fils, cherchant un plan consistant. Si un plan émerge avec des cohérences mathématiques suffisantes et un contexte, il en déduit que l'objet a un certain but. Sarah, en d'autres mots, un SI élevé indique un but élevé. Dr Neruda, oui, mais surtout si la distinction est importante, comme dans le cas de la chambre 24. Sarah, si toutes les pièces s'accordent entre elles, l'image qui en découle est que le site de la flèche antique a été créé comme une métaphore du génome humain, et il prédirait une mutation qui produirait un 24 degrés chromosome, qui nous mènerait tout droit vers nos cousins poilus. Ne serait-ce pas une dévolution? Dr Neruda, non. Sarah, pourquoi non? Dr Neruda, l'environnement moléculaire du 23 degrés chromosome est le plus antagoniste et dynamique de tous les chromosomes humains. Cela fait de lui un chaudron pour toute mutation potentielle. Les biologistes moléculaires et les biologistes de l'évolution reconnaissent seulement maintenant la réalité inhérente du 23 degrés chromosome. L'analyse de Zemi était que la peinture de la chambre 24 ne concernait pas notre identité sexuelle, comme c'est le cas du 23 degrés chromosome, mais notre identité spirituelle. Sarah, comment ça? Dr Neruda, cela me prendrait au moins 20 minutes pour expliquer ce raisonnement. Voulez-vous que je poursuive? Sarah, pouvez-vous me faire un résumé? Dr Neruda, je vais essayer. Il y a plusieurs rapports entre les chambres entre 23 et 24. Le plus notable étant que la chambre 24 n'est accessible que de la chambre 23. Cela suppose que la 24 n'existe que suite au comportement et aux conditions de la 23. En un sens, le tunnel qui lie les deux chambres serait un canal natal, et la chambre 24 est le bébé. Depuis que le chromosome 23 est le chromosome du sexe, il détermine l'identité physique et sexuelle de l'individu, son but est en grande partie binaire. Il est logique de conclure que s'il devait donner naissance à un nouveau chromosome, il aurait quelque chose à voir avec notre identité spirituelle, particulièrement à la lumière de toutes les informations que nous sur la race centrale. Sarah, j'ai le sentiment que vous y croyez. Dr Neruda, je pense que c'est une hypothèse fiable. Mais le but exact du site de la flèche antique doit maintenant être déterminé avec davantage d'assurance. Fin des extraits.